Une fois qu'on apprend qu'on est atteint du cancer de la prostate, l'important, en ce qui me concerne, c'est d'en parler, même si ce n'était pas mon premier réflexe. Tu sais, la chose la plus difficile, c'est sortir l'homme de son cocon et de l'envoyer tout de suite passer des tests. Va te faire spotter ta prostate, c'est pas mal. Ça me frustre de voir qu'on est trop orgueilleux pour le faire, tu sais. Le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus prévalent chez les hommes. Il y a un homme sur 7 qui est atteint du cancer de la prostate. Faites le tour de vos connaissances. C'est certain que vous allez trouver des gens qui l'ont eu. Juste ces chiffres-là devraient sonner l'alarme. Pour aider dans la campagne, j'ai tout de suite pensé à tous les hommes qui ont plus de 40 ans dans ma vie que je voudrais pas perdre. Et ça m'a fait peur. We need to, take it as a serious matter. Do regular checkups. Don't get your ego or pride in the way. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, puis il faut oser aller consulter parce que c'est de cette façon-là qu'on va garder nos hommes le plus longtemps avec nous autres. Même si on n'est pas touché la femme nécessairement, ça peut toucher notre famille. Il faut faire la recherche, il faut que les gens comprennent ce qu'il y en est, comment réagir en tant que conjoint. Si on va avoir une communauté vivante et responsable, il faut que la communauté s'engage, il faut que les gens se posent la question « Que puis-je faire? » J'aimerais vous inviter à participer à un événement annuel qui s'appelle Nœuvembre. Pendant le mois de novembre, je vous invite à le porter, le nœud papillon, même les filles. Je trouve que c'est un beau symbole de solidarité, tout simplement. Donc moi, j'ai envie de l'intégrer à ma garde-robe. Vous allez voir, c'est un nœud qui est extrêmement confortable. Il est doux, doudou. Il est comme un genre de satin. Bref, portez-le. If you see the bow ties, it should be a reminder about the significance of prostate cancer and that we could save a life together. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter notre première conférencière, détentrice d'une maîtrise en sexologie, concentration counseling de l'Université du Québec à Montréal. Renée Pichette est sexologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en oncologie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, soit le CHUM, depuis 2008. Elle assure un suivi sexologique auprès des patients et de leurs partenaires. En outre, elle est impliquée au sein de plusieurs équipes interdisciplinaires d'oncologie, dont l'urologie oncologique, et elle a acquis une expertise dans l'évaluation des troubles sexuels liés au cancer et à leur traitement. De plus, elle fait de l'enseignement, de la supervision et de la formation continue auprès des médecins et du personnel soignant du service d'oncologie sur l'importance d'aborder la sexualité dans le parcours de soins et auprès des groupes intéressés par la sexualité des personnes atteintes de cancer. Alors, Mme Pichette est membre fondatrice de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Veuillez accueillir Renée Pichette. Moi, j'aimerais remercier Mme Beauchemin, en fait, et puis Procure de nous donner l'opportunité de venir vous parler d'un sujet sensible qui est la sexualité et le cancer dans un contexte de cancer de la prostate. En fait, ce soir, notre présentation va être beaucoup de l'information et de la prévention. Donc, on va vous donner aussi quelques outils pour vous permettre de pouvoir aussi discuter avec votre médecin de différents aspects de la sexualité qui vont pouvoir vous permettre de continuer à avoir une qualité de vie sexuelle. La présentation va être en 2 volets. Donc, moi, je vais faire la première partie, qui est comment renouer avec l'intimité sexuelle et une santé sexuelle épanouie. Et ma collègue, Sharon Dugré, va vous présenter l'importance de la prise en charge psychosexuelle du patient en oncologie pour le cancer de la prostate. Les objectifs visés par ma présentation ce soir, c'est de vous informer au niveau des différents aspects de la sexualité, parce qu'on en parle de la sexualité, mais je me demande des fois si on connaît vraiment ce que c'est que la sexualité dans son contexte. Informer aussi sur les facteurs qui peuvent perturber la sexualité, donc de parler de santé sexuelle, de vous permettre de vous adapter au changement du cancer et sur la qualité de vie sexuelle et relationnelle, de vous encourager à vous exprimer sur les attentes et besoins concernant la vie sexuelle, de vous encourager à continuer de développer une vie amoureuse satisfaisante malgré les impacts que peuvent amener le cancer de la prostate et les traitements, et aussi de vous permettre de réapprivoiser une sexualité et de renouer avec une santé sexuelle épanouie. Le plan de travail ce soir va être on va parler de la sexualité et de la santé sexuelle.
On va parler des différents facteurs qui perturbent la qualité de vie sexuelle. On va s'attarder sur la réponse sexuelle qui est le désir, excitation, orgasme, parce que ça entraîne des changements. Des fois, on ne les comprend pas tout le temps. On va parler d'autres aspects de la sexualité. La sexualité est perçue comme très large. Je vais vous montrer la prochaine diapo, mais ça implique aussi l'image corporelle, la séduction, l'intimité et la communication. On va aborder aussi un petit volet sur le célibataire, les couples, le partenaire, puis la relation amoureuse. Et enfin, je vais vous arriver avec une conclusion sur ce qui est peut-être le plus nécessaire ou le plus important à retenir. D'abord, la sexualité, c'est quoi? Hein, on en parle, bien moi, c'est quoi notre sexualité? Souvent, on pense que ça se limite aux relations sexuelles, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, la sexualité, c'est un aspect central de votre vie. Vous venez au monde dans un être sexué. Donc, ça vous détermine, ça fait partie de votre vie. Ça vous détermine dans votre sexe masculin et féminin. C'est composé de différents éléments qui sont interreliés entre eux, dont l'identité sexuelle, la masculinité, l'image corporelle, les comportements, les valeurs, les croyances, les attitudes. Tout ça fait partie de la sexualité. Mais c'est aussi influencé par différents facteurs. Hein, les facteurs biologiques, donc l'érection en fait partie, le pénis en fait partie, donc la prostate en fait partie, donc les facteurs biologiques. Des facteurs psychologiques aussi qui sont en lien avec la sexualité, hein, de la façon dont on pense la sexualité. Les facteurs cognitifs, des facteurs affectifs, les facteurs sociaux, dépendamment de la région où on est, dépendamment de la société dans laquelle on grandit. Donc, on développe certaines connaissances par rapport à la sexualité qu'on intègre. Les facteurs culturels, moraux et spirituels. Hein, si on se rappelle, à une certaine époque, l'Église avait une très grande emprise sur la sexualité des Québécois. Donc, à un moment donné, avec la révolution sexuelle, ça a comme changé un petit peu la donne, mais n'empêche que ça a beaucoup imprégné la perception qu'on avait de la sexualité. La principale zone érogène chez un être humain concernant sa sexualité, c'est la peau. Donc, la peau, le toucher est la première zone où on détermine dans quelle mesure on se laisse approcher par une personne. Donc, la peau, souvent, quand on est en oncologie, qu'on a des traitements ou qu'on a l'impression de ne plus avoir de sexualité ou d'intimité, c'est probablement le premier contact ou le contact à garder dans le contexte. Et le premier organe sexuel est le cerveau. Pourquoi le cerveau, avant tout le reste? Bien, c'est parce que ça nous permet de nous percevoir comme être sexués, hein, de ce qu'on est dans notre intégrité d'homme. Ça permet d'entretenir des pensées, des fantasmes sexuels aussi. Hein? Tout ce petit imaginaire érotique qui se promène, qui alimente notre intérêt pour la sexualité. Ça sert aussi à envoyer des signaux aux organes sexuels, le cerveau. Il est intimement lié à la production de la testostérone, au bon fonctionnement de tous les organes sexuels. Et il donne une dimension sexuelle au toucher. Donc, le premier organe à retenir, c'est notre cerveau avant même le restant des organes sexuels. Un petit mot sur la santé sexuelle, parce que souvent, c'est elle qui est le plus affectée quand on arrive en oncologie. D'abord, c'est quoi la santé sexuelle? C'est un bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal. C'est très large. Donc, c'est se sentir bien, c'est pas seulement relié à la maladie. Oui, la maladie peut affecter la santé sexuelle, ou une dysfonction peut affecter la santé sexuelle. Mais c'est de pouvoir vivre des expériences plaisantes et sécuritaires, puis c'est aussi la protection des droits sexuels des êtres humains. Donc, c'est ça, la santé sexuelle. Par contre, c'est lié à la fonction sexuelle et la réponse sexuelle. La fonction sexuelle, bien, c'est la fonction de nos organes. Hein, quand on parle d'un organe qui est dysfonctionnel, qui amène des problèmes
parce qu'il ne fonctionne pas bien. Alors, le rôle naturel de l'organe et de groupes d'organes spécifiques au même but. Le même but étant le plaisir et la reproduction. Il ne faut pas oublier que notre sexualité, notre vie sexuelle, même si comme être évolué dans la création, c'est toujours un but de reproduction qui est mis de l'avant dans la fonction sexuelle. Mais on sait très bien que ça dure une certaine période, mais que le reste du temps, c'est plutôt pour avoir une vie sexuelle plaisante. La réponse sexuelle, c'est une réaction qui est identifiable à un stimuli ressenti ou perçu. Donc, ça vient solliciter vos 5 sens. Donc, c'est vraiment entre les deux. Les deux sont intimement liés, mais la fonction sexuelle, c'est une chose et la réponse sexuelle est un autre. La réponse, on l'identifie par le désir, l'excitation et l'orgasme, entre autres. Et la santé sexuelle, bien, c'est de vivre des expériences plaisantes. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que la fonction sexuelle peut être perturbée par un problème mécanique au niveau de la fonction sexuelle, un problème organique, tandis que la réponse sexuelle peut être perturbée par un problème psychologique et organique. Donc, il y a une petite différence. Souvent, la réponse sexuelle, quand elle est perturbée, c'est qu'il peut y avoir 2 facteurs, organiques et psychologiques. Tandis que la fonction en elle-même, toute seule, c'est un problème mécanique. Quels sont les facteurs qui perturbent la vie sexuelle? Il y en a plusieurs en oncologie quand on est suivi pour un cancer de la prostate. D'abord, les facteurs médicaux. On pense à la chirurgie qui vient altérer si on a une prostatectomie radicale, puis que, bon, dépendamment de la localisation de la tumeur ou de son envahissement au niveau de la prostate, si elle est petite ou si elle est plus envahissante puis qu'elle dépasse la capsule de la prostate, bien, ça va avoir un impact au niveau de l'érection. Donc, la chirurgie est un des facteurs perturbateurs. Il peut y avoir la radiothérapie aussi. La radiothérapie, ce n'est pas un processus qui va entraîner une réaction immédiate au niveau de la perturbation, au niveau de la sexualité. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, quand on commence un traitement de radiothérapie, ça ne veut pas dire que dans les jours où on commence un traitement, il peut y avoir des problèmes au niveau sexuel. C'est plus dans le temps, après 6 mois, 12 mois, 1 an, que ces problèmes-là vont se développer. Souvent dû à ce qu'on appelle la sténose, c'est un petit peu comme si toute la partie où la radiation avait passé avait comme brûlé cette région-là. C'est tout petit, mais dépendamment où la radiothérapie est envoyée, elle peut passer près d'un nerf érectile, même si on a conservé le nerf érectile après une chirurgie, ou même s'il n'y a pas eu de chirurgie au niveau de la prostate. Donc, c'est à long terme. C'est jamais quelque chose qui est immédiat. La chimiothérapie peut entraîner un problème au niveau de la sexualité, surtout à cause des effets secondaires. Donc, quand on parle de nausées, vomissements, qu'on parle de fatigue, généralement, ça va avoir un impact. Ça ne donne pas le goût d'être dans l'intimité, ça donne plus le goût d'être dans sa bulle, puis c'est normal. Donc, une fois que les effets secondaires de la chimiothérapie ont disparu, généralement, la réponse sexuelle revient graduellement à la normale. Il peut y avoir aussi l'hormonothérapie qui peut influencer les difficultés sexuelles. C'est clair que dans un cancer hormonodépendant, quand on se fait proposer un traitement anti-hormonal pour pouvoir neutraliser la testostérone, parce que la testostérone alimente la maladie, bien, le fait de donner un anti-hormonal fait en sorte que ça joue directement sur le désir sexuel, parce que ça vient comme mettre au neutre la testostérone. Donc ça, c'est un élément assez important. Beaucoup d'hommes et de femmes et de partenaires ne comprennent pas cet aspect-là. Souvent, ils vont trouver des différences, mais ça vient jouer énormément. Il y a de la médication aussi qui peut entrer en ligne de compte. En dehors de l'hormonothérapie de suppression, donc il y a d'autres traitements qui peuvent, ou d'autres médicaments qui peuvent jouer. Il y a des problèmes de santé aussi.
avant le début de la maladie, est-ce qu'il y avait d'autres problèmes de santé qui pouvaient affecter la vie sexuelle? Hein, on pense au diabète ou à certains problèmes de santé qui affectent le système sanguin. Donc, ce qui fait comme les problèmes cardiovasculaires. Donc, si on avait un mauvais système vasculaire, c'est clair que ça va venir jouer dans ce cas-là. Et est-ce qu'il y avait des difficultés sexuelles avant la maladie? Hein? Des fois, avec l'âge, il peut y avoir déjà une perte de rigidité pénienne qui avait commencé à s'installer dû à un phénomène normal de vieillissement. Donc, ça aussi, ça va venir perturber la vie sexuelle. Un autre élément important qui perturbe la vie sexuelle, puis je l'ai mis en caractère gras, je vais revenir un peu plus sur une autre diapositive aussi, c'est la performance. Hein? L'obligation de pouvoir réussir à tout prix une érection fait en sorte, ou d'être considéré comme un bon amant par la partenaire. Donc, toute la question de performance vient jouer aussi. C'est de se mettre de la pression, des fois, alors qu'on n'en a pas vraiment de besoin. Il y a la perception de la sexualité. Comment est-ce qu'on l'aperçoit, la sexualité? Est-ce qu'on l'aperçoit comme un tout global ou si on l'aperçoit juste comme quelque chose qui est lié au sexe, donc qui est très limitatif? Donc, ça aussi va jouer sur la qualité de vie sexuelle. Les attentes réalistes, hein, quand on se met des exigences élevées. Donc, on vient de subir une chirurgie, ça fait quelques mois, qu'on récupère, souvent les attentes est réalistes de revenir à ce comme c'était avant. Et là, on pose la question, c'était quand avant? Puis à force de discussion, on se rend compte qu'il y a 15 ou 20 ans. Fait en sorte que ça va venir jouer. Hein? Faut être réaliste aussi par rapport à nos exigences face à la sexualité. Il y a les fausses croyances aussi qui vont venir jouer sur la qualité de vie sexuelle. Il y en a deux sortes. Il y en a qui concernent la sexualité, puis il y en a d'autres qui concernent le cancer. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous allez peut-être en reconnaître là-dedans. En fait, dans les fausses croyances par rapport à la sexualité, c'est que sexualité rime avec pénétration. C'est une fausse croyance. Ça peut être très agréable un moment d'intimité sexuelle, même s'il n'y a pas nécessairement de pénétration. Donc, c'est d'apprendre à élargir sa perception face à la sexualité. Que la sexualité, c'est spontané puis ça vient naturel. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Moi, je dis toujours aux patients, il y a toujours un préambule. Et je ne parle pas des préliminaires, là. Je parle de toujours, il y a comme une espèce de dialogue qui s'installe entre les deux personnes. Des fois, ça peut être pas longtemps avant, mais des fois, ça peut être plusieurs jours avant, qui fait que ça amène ces deux personnes-là vers un événement en particulier qui est l'intimité sexuelle. Donc, dans les fausses croyances de penser qu'il faut que ce soit spontané puis que c'est naturel, non. C'est toujours un peu planifié, puis il y a toujours un préambule. Par rapport à la sexualité, je vous dirais qu'un des premiers, c'est que la sexualité peut se transmettre aux partenaires. Ça aussi, c'est un mythe, c'est une fausse croyance. Ça ne se transmet pas aux partenaires. La sexualité, c'est une maladie. Cette croyance-là est souvent associée au VPH. Chez la femme à cause du cancer du col. Mais croyez-moi, quand le VPH est rendu au niveau d'un cancer, c'est plus le VPH. Donc, c'est une maladie, c'est pas contagieux. D'autres fausses croyances, c'est que la sexualité, une personne malade n'a pas de sexualité. Ou qu'une personne malade n'a pas de... Une personne atteinte de cancer n'a pas de sexualité ou le cancer met fin à la sexualité. C'est pas le cas. La sexualité, c'est large. Il y a les relations sexuelles, comme on pense, mais il y a tout l'aspect de l'affection, comme je disais tantôt, du rapport à l'autre, du plaisir d'être dans l'intimité qui font partie de la sexualité. Hein? La relation de couple, qu'elle soit intime ou relationnelle, fait partie de votre sexualité. Donc, c'est pas vrai. Puis si c'était le cas, je pense qu'on ne serait pas ici ce soir pour venir parler de ce sujet-là. Parce que la sexualité, c'est quelque chose auquel on veut apporter une certaine attention. Et il y a aussi l'estime de soi et l'image de soi qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, dépendamment comment on se sent dans sa masculinité, dans son identité d'homme, avant la maladie, va avoir un impact de la façon dont on va traverser cette période-là difficile d'adaptation
dans l'estime de soi et dans l'image de soi à travers la trajectoire de soins en oncologie. Donc, plus on est fragile face à sa perception de soi ou à l'image de soi ou dans l'estime de soi, plus ça va être difficile. Plus on est bien campé dans son estime de soi et dans l'image de soi, ça va aller mieux. D'autres facteurs qui peuvent perturber la vie sexuelle. Il y a l'anxiété, le stress puis l'état dépressif. Donc ça aussi, ça joue. Alors, dans les semaines qui suivent l'annonce du diagnostic, ça se peut que vous n'ayez pas envie d'avoir une vie sexuelle. Ça se peut que les signaux de votre conjointe ou de votre conjoint ne vous disent pas grand-chose. C'est de tout digérer ce qui se passe, le diagnostic, comment est-ce qu'on va me traiter, on va-tu me guérir, c'est quelle sorte de cancer que j'ai. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là, dans cette période-là. Donc, c'est des facteurs qui vont perturber. On est plus dans sa bulle qu'on est face à l'autre. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité aussi. Si on a cette tendance-là à se sentir coupable de ce qui nous arrive, bien, ça va avoir un impact sur la qualité de vie sexuelle, sur l'intimité. Il peut y avoir aussi, pour certains hommes, le deuil de la paternité, de la fertilité qui va être difficile à vivre. C'est la même chose pour les femmes. Même peu importe l'âge, quand on met un terme à cette capacité de se reproduire, c'est un deuil à faire. Donc, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres à faire ce deuil-là. Il peut y avoir des difficultés de communication dans le couple. Je vais y revenir un petit peu plus tard parce que c'est un élément assez important des choses à faire ou à préserver dans le couple quand on est en oncologie. Je pense que la communication, c'est quand même prioritaire. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la qualité du soutien de la conjointe ou du partenaire. Si on n'a pas un bon soutien, qu'on a l'impression d'être tout seul à passer au travers de ça, mais ça risque d'être plus difficile au niveau de l'intimité parce qu'on ne se sent pas nécessairement compris ou on ne se sent pas écouté. Les conflits conjugaux sont aussi une source qui va perturber la vie sexuelle. Un couple qui est déjà conflictuel avant les traitements ou le diagnostic, c'est pas le diagnostic puis les traitements qui vont ramener la qualité de la relation. Je dirais qu'à la limite, ça risque de les accentuer. Et toutes sortes d'autres événements qui peuvent venir aussi perturber la vie sexuelle dans le contexte de cancer de la prostate. Désir, excitation et orgasme. C'est plus tout à fait comme avant. Donc, il y a des choses qui changent une fois qu'on a eu le diagnostic de cancer de la prostate et au fur et à mesure qu'on avance dans les traitements oncologiques tout au long de la trajectoire de soins. La libido, je n'ai même plus le goût. Quelles sont les causes qui peuvent nuire au désir sexuel chez les hommes? Comme je le disais tantôt, la principale cause, c'est l'hormonothérapie pour supprimer l'effet de la testostérone qui alimente souvent chez certains hommes le cancer de la prostate. Elle joue directement sur le désir sexuel. C'est votre testostérone qui alimente votre désir sexuel. Alors, quand on le met à zéro, c'est clair que vous n'avez plus le goût. Il y a des conjoints-conjointes qui disent « ben, ils ne me regardent plus de la même façon ». Ça se peut. Parce que c'est plus le même regard. C'est plus... Il y a des choses qui changent à ce niveau-là. Les hommes me disent « ben, c'est parce qu'avant ça, quand on se promenait sur la rue, je voyais quelqu'un qui était intéressant, puis ça alimentait un petit peu mon imaginaire. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, l'hormonothérapie sert vraiment à gérer la maladie, mais elle a un impact, je vous dirais, important sur le désir sexuel. Si on se fie à la pulsion, mais il y a autre chose qu'on peut faire aussi. Il y a aussi les autres causes, bien, comme on disait tantôt, l'angoisse et le stress, reliés au futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais-tu en guérir? Ça va être quoi les séquelles? C'est quoi mon avenir face à cette maladie-là? Il y a la fatigue qui joue un rôle sur le désir sexuel et c'est cela qui est souvent lié à la chimiothérapie. Donc, quand la fatigue se manifeste, ça demande de l'énergie, avoir une intimité sexuelle. Alors, quand on n'a pas d'énergie, c'est clair que ça va jouer là-dessus.
L'état dépressif, si on est dans une situation où on se sent déprimé, ça va avoir un impact sur la libido. Moi, ce que je suggère, si vous vous sentez déprimé, puis que vous voyez que ça dure quelques jours, plus que 2 semaines, puis que vous avez l'impression que ça ne revient pas, je pense que ça vaut la peine de consulter pour être en mesure de récupérer. C'est normal qu'après un diagnostic qu'on reçoit qu'il y ait une certaine pente déprimée, mais ce n'est pas normal que ça reste toujours à ce niveau-là. Donc, l'état dépressif. La douleur. Hein, il y a certains hommes qui vont ressentir de la douleur. C'est clair que quand ça fait mal, ça ne donne pas envie. Donc, la douleur va jouer un rôle. Et des fois, certaines médications. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer cette condition-là si on a moins de libido? Bon, on peut identifier ce qui peut affecter notre libido. Donc, on peut peut-être regarder, voir est-ce que ça se peut que ce soit de la médication? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est mon traitement anti-hormonal que le médecin m'a donné, mes injections? Donc, il y a un moyen d'identifier, de regarder puis d'analyser. C'est de partager les inquiétudes avec le partenaire ou la conjointe. C'est important de partager. Donc, ça permet de pouvoir nommer des choses avec lesquelles on a de la difficulté. Ça enlève un petit peu de pression aussi. Hein? C'est pas non plus de se fier exclusivement à la pulsion sexuelle. Donc, le fait de partager avec le partenaire ou la conjointe, même s'il n'y a pas cette pulsion-là sexuelle, souvent le lien amoureux qui existe dans le couple peut favoriser une intimité sexuelle. Il n'y aura peut-être pas de pulsion, mais ça peut être très agréable. Hein? Tantôt, je disais que la sexualité, c'était plus large que des relations sexuelles ou juste la réponse sexuelle. C'est vraiment comment vous êtes au quotidien ou comment vous êtes dans votre intimité avec votre partenaire. On peut utiliser son imaginaire érotique aussi, hein, ou ses petits scénarios. Donc, on regarde, voir ce qui fonctionnait, voir si ça fonctionne encore. Donc, pour pouvoir aider à pouvoir avoir initié de l'intimité sexuelle et aider à la libido. Puis, des fois, ça peut demander de se laisser influencer par les propositions de la partenaire ou de la conjointe. Hein? Donc, on se laisse embarquer plutôt que de prendre l'initiative. Ça fait du bien. On change les rôles un petit peu. Donc, ça peut aider à la libido. Mais je vous dirais que la communication dans le couple, c'est ce qui va permettre de pouvoir améliorer cet aspect-là de votre sexualité. Ou de le prendre différemment si la pulsion sexuelle est un peu contrecarrée par l'hormonothérapie suppressive. L'érection, j'en ai et j'en ai pas. Donc, il y a des on and off. Des fois, il y en a un peu. C'est pas comme c'était avant. Des fois, on pense que ça va revenir, ça remonte, à un moment donné, ça redescend. Alors, les principales causes, une des premières, c'est l'atteinte des nerfs érectiles, soit par la chirurgie, la radiothérapie, ou un problème de santé autre, qui soit vasculaire ou diabète. Donc, des fois, ça a commencé avant le diagnostic de cancer à ce moment-là. Ou ça peut être l'âge aussi. Hein? Les hommes et les femmes vieillissent. Donc, le corps vieillit. Alors, ça se peut que la réponse sexuelle change avec l'âge. Okay? Donc, c'est les principales causes qui vont affecter l'érection. Comment améliorer une condition qui, parfois, peut nous déstabiliser? Alors, c'est de partager vos attentes, vos besoins avec votre partenaire, votre conjointe. Regardez, on parle encore de communication. Donc, d'en faire part, de le mentionner, de vivre le moment présent. Ça permet aussi de se centrer sur le plaisir et non se centrer sur la difficulté d'avoir une érection. Donc, de se centrer sur les caresses. Hein? Je le disais tantôt, la peau est la plus grande zone érogène qu'on possède. Alors, les caresses ne sont jamais perçues de la même façon quand on est avec un partenaire ou que si on rencontre quelqu'un puis commence à nous flatter le dos, le bras. S'il y a un flattement qui est un petit peu différent, tout de suite, ça va connoter. Hein? Donc, dans la peau, les caresses, les câlins, ça peut aider dans le moment présent aussi. Explorer les différentes dimensions de la sexualité. Ça veut dire de ne pas seulement se centrer sur son érection. C'est de regarder tout ce qui se passe, de vivre tout le moment qui est là. Et ça se peut que la sensualité nous permette d'aller vers autre chose, hein, de découvrir autre chose quand l'érection n'est pas là.
Évitez de focusser sur l'érection à tout prix. Je vais y revenir, j'ai une petite diapo qui est bien cute à ce sujet-là tantôt. Donc, pratiquer l'autostimulation si les nerfs érectiles ont été préservés. Souvent, après avoir eu une chirurgie où on rencontre l'urologue, puis bon, vous lui faites part qu'il y a peut-être des problèmes érectiles, mais après la chirurgie, moi je le vois en tout cas avec mes urologues dans mon milieu de travail, ils vont donner soit du Viagra ou surtout du Cialis en continu pour les semaines qui suivent la chirurgie. Souvent, c'est pour permettre de faire travailler la fonction érectile. Donc, à ce moment-là, d'aider avec de la masturbation, de l'autostimulation, ça permet de faire travailler la mécanique. Donc, moi j'encourage les hommes à avoir des activités masturbatoires, que ce soit tout seul ou en couple, pas de chercher à avoir une érection à tout prix, de pouvoir faire travailler la mécanique, parce que ça se peut qu'au début, l'érection ne soit pas comme on souhaiterait qu'elle soit. Donc, mais ça peut permettre de pouvoir améliorer la situation. Dans certains cas, de discuter des traitements pour la dysfonction érectile avec le partenaire ou la conjointe, mais aussi avec le médecin. Donc, pour trouver le meilleur moyen pour vous aider à récupérer la fonction érectile. Si on regarde celui où on parle, mettons, de l'hormonothérapie pour neutraliser la testostérone, c'est clair que probablement que le médecin n'ira pas vers du Viagra ou du Cialis. Il va probablement aller vers des injections intracaverneuses ou encore peut-être la pompe à vide. Pourquoi? Parce que le Viagra Cialis réagit sur la même transmission naturelle de la réponse sexuelle. Alors, ça ne fonctionnera pas parce que là, on a coupé, c'est comme si on coupait le contact. Tandis que les injections, c'est mécanique. Vous n'avez pas besoin de désir sexuel. À ce moment-là, ça peut fonctionner. Mais ça demande un certain entraînement. Mais ça vaut la peine d'en discuter avec le médecin. Voici ce dont je parlais tantôt quand on parle de performance. En fait, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que la performance, ce n'est pas toujours la meilleure option en oncologie pour le cancer de la prostate. Pourquoi? Parce que quand on est dans la performance, on est dans le « je dois ». Hein? Je dois satisfaire ma partenaire ou ma conjointe ou mon conjoint. Je dois avoir une érection, donc on est dans l'anxiété. Puis si vous vous rappelez au début, qu'est-ce qui perturbe la vie sexuelle? L'anxiété en fait partie. Alors, on essaie de contrôler mentalement nos érections. Ça crée du stress. Alors, on rajoute le stress à la condition. Ce qui fait que anxiété et stress, on est dans la recherche de performance. Il faut que ça marche. Il est où le désir, le plaisir et le moment présent? C'est ça que ça prend pour être capable d'avoir une érection satisfaisante. Donc, il faut faire attention à ce cercle vicieux-là pour ne pas tomber dans le panneau, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans les « je dois » puis le contrôle. Alors, quand on vous dit de vivre le moment présent, ça permet de mettre de côté la performance liée à l'érection ou au rapport sexuel. Différents traitements de la dysfonction érectile, je vais vous les nommer, mais moi, ce qu'on suggère toujours, c'est vous en discuter avec votre médecin. Hein? Je pense que ça, c'est plus le volet médical, mais ça vous permet de voir qu'il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être abordées avec le médecin. Il y a le Viagra, Cialis ou Levitra, en fait, comme je parlais tantôt. Viagra et Levitra sont à peu près du même mode, donc ça dure 4 heures. Cialis dure un petit peu plus longtemps. Souvent, c'est pour ça qu'il est donné en prophylaxie, c'est parce que les hommes le prennent aux 3 jours. Et ça peut maintenir la fonction sexuelle ou aider à récupérer la fonction sexuelle. Il y a le Muse. Le Muse, c'est le petit... je ne sais pas si je vais être capable. Oui, c'est ça ici. En fait, c'est comme une espèce de petit grain qui est mis à l'intérieur de l'urètre avec la friction qui se dissout puis qui va aller dans les corps caverneux. Ensuite, il y a les injections intracaverneuses, comme ça ici, qui sont proposées aux hommes. Les injections intracaverneuses demandent un certain entraînement, donc c'est fait avec le médecin. Donc, c'est comme
une forme de cours pour trouver la façon de se donner l'injection et aussi le bon dosage. Moi, j'encourage toujours les conjoints à aller à cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que ça peut être le conjoint ça peut faire partie de l'intimité. Donc, le conjoint peut donner l'injection. Mais ça brise moins ce qu'on attend du moment d'intimité. On l'intègre plutôt que de le prendre comme un à côté. Il peut y avoir la pompe à vide. C'est ça ici un petit peu. C'est-à-dire un cylindre dans lequel il y a une espèce de pompe où on enlève l'air, donc ça fait rentrer le sang dans le pénis, ça fait gonfler le pénis. Et une fois que le pénis est suffisamment gonflé, il y a un anneau en plastique à la base qui est glissé à la base du pénis qui comprime les corps caverneux pour garder le sang dans le pénis. C'est un autre moyen. Je vous dirais que c'est peut-être pas celui qui est le préféré dans ma clientèle. Il peut y avoir aussi des prothèses à la limite. Ça, c'est un dernier recours. Ce n'est pas quelque chose qui va être offert d'emblée. C'est parce que ça entraîne une grosse chirurgie. On doit remplacer les corps caverneux par des cylindres. Je ne sais pas si on les voit bien, là. Il y a différentes prothèses. Ça, c'est vraiment à discuter avec le médecin. Puis aussi, moi, j'impliquerais le conjoint ou la conjointe dans ce genre de choses-là, de décisions-là à prendre. Il peut y avoir les exercices de Kegel, de retenir l'urine quand on va faire pipi. Souvent, après la chirurgie, il y a un petit peu d'incontinence urinaire, puis c'est désagréable. Oui, elle est là, c'est souvent à cause de la sonde qui est là, qui est mise en place en post-opératoire pour permettre à l'urètre de bien guérir après la chirurgie quand on enlève la prostate. Mais il y a certains hommes qui vont développer un peu d'incontinence urinaire. Donc, de faire des exercices de Kegel pour retenir l'urine quand on va faire pipi, puis de relâcher, ça peut aider pour certains. Si ça ne fonctionne pas, il y a de la rééducation périnéale qui existe en physiothérapie pour pouvoir récupérer la continence urinaire. Donc, c'est une spécialisation de la physiothérapie qui permet aux hommes d'apprendre à bien contracter leur plancher pelvien. Ce n'est pas rien que les femmes qui ont un plancher pelvien. Vous en avez un, vous autres aussi. Donc, ce qui fait que ça vous permet d'apprendre à bien contracter pour pouvoir récupérer la continence urinaire. Et des fois, ça peut nécessiter d'autres moyens, mais je pense que quand on arrive on est capable, pour la majorité des hommes, de récupérer avec ces deux moyens-là. L'orgasme, lui, dans un contexte post-opératoire ou de traitement. Généralement, la sensation d'orgasme n'est pas affectée. Les sensations sont présentes. Ce qui n'est pas là, c'est l'éjaculation pour ceux qui ont eu une prostatectomie. Donc, en fait, quand on enlève la prostate et les vésicules séminales, l'éjaculat, la bonne partie de l'éjaculat n'est plus là et ce qui part des testicules et remonte vers la prostate arrête au point de section des canaux déférents. Moi, je dis toujours, c'est une vasectomie en haute altitude aux patients, pour un peu leur expliquer la situation. Mais les sensations d'orgasme sont là. C'est possible sans érection. Donc, avec les touchés, les caresses, les fantasmes, l'imaginaire, je pense que d'être dans le moment présent, de se permettre de se laisser aller dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on a envie de ressentir. L'imaginaire, c'est assez fort, hein? L'imaginaire érotique et les fantasmes, c'est assez puissant. Donc, ça peut permettre d'avoir des sensations d'orgasme. Il y a différents types d'orgasmes. Il y a des orgasmes secs où on n'a plus d'éjaculation. Il y a des orgasmes où il y a de l'éjaculation rétrograde. Ça, c'est généralement chez les hommes qui ont conservé leur prostate, qui ont eu différents traitements, mais l'éjaculation, au lieu de sortir par la voie normale, va aller dans la vessie et va ressortir au moment de l'urine, ce qui va causer une urine un peu plus brouillée. Alors, c'est le sperme qui se trouve dans l'urine à ce moment-là. Il y a des hommes qui vont avoir des sensations d'inconfort liées à l'orgasme. Des fois, c'est temporaire. C'est pas souvent permanent. C'est juste que c'est de se réhabituer à une nouvelle perception de l'orgasme et sans qu'il y ait l'éjaculation. Donc, mais l'orgasme est possible dans le contexte d'une prostatectomie radicale ou d'un traitement lié à la prostate.
L'image corporelle, la séduction, l'intimité et la communication, qui font partie aussi de la sexualité. L'image corporelle. C'est quoi l'image corporelle? En fait, il y a 3 aspects à l'image corporelle. Il y a la façon dont on se perçoit. Hein? On se regarde dans le miroir, mais on ne voit pas ce qui est dans le miroir. On a une idée de ce qu'on pense voir dans le miroir. Hein? Donc ça, c'est notre perception personnelle de notre image corporelle. Il y a l'image réelle qui est là, qui est souvent perçue par les autres. OK? Et il y a les autres, comment ils nous perçoivent en dehors de l'image réelle, c'est-à-dire comment on est comme individu, comment on est dans notre image corporelle. Mais l'image corporelle, c'est aussi l'estime de soi, la valorisation de soi et le bien-être. Hein? Le bien-être dans sa masculinité. C'est l'ensemble des sentiments, des attitudes, des souvenirs, des expériences du corps vécu. Et c'est un fondement identitaire. Donc, ça vient nous identifier dans notre identité sexuelle puis dans notre masculinité. Les hommes et les femmes ont les mêmes préoccupations par rapport à l'image corporelle, mais des fois, ils ne l'expriment pas de la même façon. Donc, la pudeur à se dévoiler après une chirurgie, quand ça laisse des cicatrices, ça peut affecter l'image corporelle chez les hommes aussi. La perception négative qu'on peut avoir avant même d'entreprendre un traitement, si cette perception-là était déjà préexistante avant, ça se peut bien qu'elle n'ait pas changé après avoir eu des traitements. Il peut y avoir du dégoût aussi par rapport à son image corporelle. Hein? Si on a un sac à la cuisse parce qu'on fait trop d'incontinence urinaire, puis si on ne s'aime pas trop avec le sac à la cuisse, ça peut entraîner une forme de dégoût de soi-même par rapport à toute la condition. Donc, ça va affecter l'image corporelle. Et des fois, il y a le sentiment de ne plus se reconnaître comme homme dans sa masculinité qui va affecter l'image corporelle. Ce qui peut influencer aussi une image corporelle négative, c'est l'incontinence urinaire. Je vous dirais que la première chose qui va jouer souvent chez les hommes dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est d'avoir des conséquences liées à la chirurgie. Souvent, l'incontinence urinaire est le premier facteur. Il peut y avoir la douleur, la fatigue, les cicatrices, la prise de poids. Les anti-hormones, des fois, il y a des hommes qui prennent un peu de poids. Donc, ce qui fait que dans ce moment-là, ils s'aiment moins dans leur image corporelle. Ces hommes-là aussi peuvent développer un peu de la gynécomastie, l'espèce de protubérance des seins chez les hommes. Là, il y a comme une formation des seins. Donc, c'est souvent lié à l'hormonothérapie ou des fois au surplus de poids. Et il peut y avoir la perception de soi avant la maladie, comme je le disais tantôt. Donc, l'image corporelle va venir jouer dans la qualité de vie sexuelle des hommes. La séduction. Il y a 3 modes de séduction. Hein? Il y a le mode actif qui est de séduire, c'est-à-dire de conquérir. Il y a le mode passif, c'est d'être séduit, c'est-à-dire de se laisser séduire par l'autre, alors de s'offrir à la tentation pour pouvoir de l'autre. Et il y a le mode réceptif qui est de se sentir séduisant, qui est en fait un moment privilégié relié à l'estime de soi. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est plus le mode actif qui se trouve à être affecté, alors qu'on peut développer le mode réceptif lié à la séduction, c'est-à-dire de se sentir séduisant au quotidien. Donc, dans le cancer de la prostate, souvent, c'est de dire, bien, comment est-ce que je peux arriver à, moi, être bien dans mon corps et dans ma masculinité, puis de me sentir réceptif à ce que je reçois et ce que je donne. La séduction, c'est aussi une partie de l'identité. Ça se fonde sur des codes sociaux et culturels. Donc, c'est jamais quelque chose qui est inné, la séduction. Ça vient beaucoup avec l'environnement dans lequel on grandit ou on vit. C'est des codes particuliers aux 2 sexes, dont les hommes et les femmes ne séduisent pas tout à fait de la même façon. C'est un moyen de communication, la séduction aussi. Et ça fait partie de la relation intime. L'intimité, c'est prendre du temps ensemble.
Pourquoi je parle d'intimité? Parce que je dirais que c'est probablement un des moments à mettre en valeur quand on est dans un contexte, surtout quand on est dans la trajectoire de soins. Hein? On a eu le diagnostic de cancer, puis là, on embarque dans une couple d'événements ou de choses qui vont arriver. Des fois, ça peut prendre quelques mois. Des fois, ça peut prendre plus 12, 18 mois. Donc, votre trajectoire de soins avec les chirurgies, traitements, là. Alors, l'intimité, c'est quelque chose à préserver. Donc, c'est de prendre du temps ensemble dans le couple ou avec le partenaire. C'est de s'ouvrir à l'autre. Ici, on parle encore de communication. Donc, de parler de ce qui nous inquiète et de ce qui peut peut-être apprendre à savoir ce qui inquiète l'autre aussi. Hein? Vous êtes toujours la personne qui est devant. Le partenaire, le conjoint, vous suit en arrière. Moins vous échangez dans le couple, plus il risque d'être loin en arrière de vous. Donc, quand arrive une situation X, Y, qui change complètement la donne, si le partenaire n'est pas à même de pouvoir être informé, ce que ça fait, c'est qu'il ne comprend plus rien parce qu'il est trop décalé par rapport à votre évolution dans vos traitements. Donc, de s'ouvrir à l'autre, de parler, ça aide. Cultiver la tendresse, hein, c'est-à-dire tous les petits gestes d'affection, les mots gentils, les petites attentions aussi. Hein, des fois, dans mon bureau, je demande « Ouais, mais qu'est-ce que vous avez mis de côté, disons, depuis une couple d'années, que vous aimiez faire ensemble? » Des fois, c'était de t'envoyer un petit mot, de se faire un câlin, de se donner une petite attention particulière. Bien, c'est à réintégrer. Ça fait partie de votre intimité, puis ça maintient le lien de rapprochement dans la relation. Être des bons compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est avoir des gestes concrets de chacun pour répondre à certains besoins, que ce soit d'ordre psychologique, pour affronter les situations stressantes, diminuer l'anxiété, sert à être compris, puis à être sécurisé et aider. Donc, des bons compagnons, c'est de former une bonne équipe. Et l'équipe est importante quand on est suivi en oncologie pour un cancer de la prostate. Être réceptif aussi. Hein? C'est-à-dire que c'est la compréhension, c'est une forme de reconnaissance de ce que l'autre est et vit. Donc, de part et d'autre. Et pas juste du côté des personnes qui sont affectées par le cancer de prostate, pas juste du côté des hommes, mais du côté des conjointes aussi. C'est important d'être réceptif. Apaiser l'insécurité. Hein, c'est en écoutant, se rapprochant, en se parlant calmement et en exprimant la confiance. Donc, de pouvoir... il y a des situations qui sont stressantes dans certains traitements ou dans certains rendez-vous. Hein, quand vous passez votre PSA, là, puis que vous attendez votre rendez-vous chez le médecin pour savoir s'il a monté, s'il a descendu, s'il est égal. Des fois, ça peut prendre une couple de jours entre la prise de sang et la visite au médecin. Puis c'est une situation qui cause beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Alors, de pouvoir échanger des fois là-dessus, de dire, bien, ça me rend anxieux ou ça me rend stressé, peut permettre de pouvoir trouver des moyens d'alléger cette situation-là. S'entraider. Hein? On devient souvent dans les relations de couple, on passe d'amant à amante à aidant-aider. Donc, le fait de s'entraider, de partager les tâches quotidiennes, de donner du support, ça aide aussi à maintenir l'intimité. Être engagé dans la relation. Ça veut dire quoi? Bien, c'est un engagement, c'est l'intimité entre deux personnes doit être entretenue. C'est s'investir personnellement pour que le couple fonctionne. Donc, c'est pas juste d'un côté. Même si on est malade, qu'on a un cancer de la prostate, on est engagé quand même dans une relation. Quand on a une conjointe, un conjoint, on est engagé. Donc, il faut prendre une partie de cet engagement-là. Traiter l'autre de la même façon qu'on souhaite être traité. C'est-à-dire que c'est de faire un peu les jeux de rôle. S'asseoir dans la chaise de l'autre puis dire, bon, ben qu'est-ce que j'aimerais savoir ou comment j'aimerais que l'autre se comporte ou comment je devrais me comporter vis-à-vis de l'autre. Donc, de pouvoir se traiter de la même manière qu'on aimerait être traité. Et
l'intimité, ben ça se construit tout au long d'une vie de couple. C'est pas quelque chose qui est là puis qui est statique. Donc, elle évolue. Alors, il faut se permettre de pouvoir l'explorer, l'intimité, pour pouvoir amener le couple ailleurs ou vous amener ailleurs dans par rapport à votre sexualité, dans un contexte où la maladie souvent prend beaucoup de place. Je dirais même que ça peut permettre d'oublier un petit peu la maladie quand on focus sur la relation plutôt que sur les différents examens. Donc, on donne une place à l'intimité. La communication maintenant. Pourquoi je mets une diapositive de la communication? C'est parce qu'elle est essentielle. C'est un élément essentiel dans le couple, avec les partenaires, parce que vous avez besoin de donner de l'information, comme vous avez besoin aussi que l'autre vous donne l'information. Hein? Si chacun reste dans sa bulle, on ne se comprend pas, puis on interprète. Donc, les silences, qu'est-ce que ça donne? De la frustration, de la confusion, puis de l'interprétation. Donc, d'être silencieux, oui, il peut y avoir une période où on n'a pas envie de parler. On le dit, puis on le dit quand je vais être prête, je vais pouvoir en parler. Des fois, on peut être plus émotif par rapport à une situation X, puis on veut reprendre un petit peu de sa contenance pour être capable de bien l'expliquer. Ça, c'est normal. Mais de rester dans son monde, dans sa bulle tout le temps, fait en sorte que chez l'autre, ben, il y a de l'interprétation qui peut être faite. Alors, ça, c'est à éviter. Hein, la conjointe ne peut pas deviner vos états d'âme. Ce n'est pas écrit dans votre front ce que vous vivez. Donc, vous devez en parler. Qu'est-ce que la communication dans le couple permet? Bien, ça permet de partager ses émotions, ses inquiétudes, ses besoins. Ça permet de clarifier les attentes et les besoins sexuels et réalistes aussi. Hein? Si on pensait revenir à ce qu'on était avant alors que c'est pas possible, ou que l'autre pense que ça va être comme c'était avant la chirurgie alors que c'est pas possible, si on n'en parle pas, là, chacun reste avec sa façon de penser, puis ça amène de la déception. Ça permet de préserver l'intimité relationnelle et sexuelle de jaser. Ça permet de comprendre le cheminement de chacun face à la sexualité. Parce que même si la sexualité vous affecte vous, dites-vous bien que ça affecte aussi la relation de couple, ça affecte aussi le partenaire. Puis souvent, de parler, ça permet de trouver des solutions alternatives puis des compromis. Donc, le non-verbal, c'est pas le meilleur baromètre dans un contexte de cancer de la prostate et de suivi. Les célibataires et le désir de couple. Il y a des hommes qui sont célibataires au moment où ils ont un diagnostic de prostate et ils ont les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations, quel que soit l'âge. Alors, donc, qu'on soit plus jeune, moins jeune, plus vieux, quand on est célibataire puis qu'on souhaite avoir une vie amoureuse, on a les mêmes préoccupations, soit de la peur de vivre seul. Hein? Est-ce que je vais finir mes jours tout seul? La peur du rejet, de l'isolement puis des préjugés. Si je parle que j'ai eu le cancer de la prostate, est-ce que ça va faire en sorte que la personne qui m'intéresse va s'en aller? Elle va me rejeter. OK? La peur de ne pas être à la hauteur aussi. On est dans une nouvelle relation, ça se développe graduellement, mais la peur de ne pas être à hauteur. Il y a des hommes qui refusent aussi de rentrer en relation avec une autre personne parce justement à cause de cet élément-là. Ou encore la peur de se dévoiler. Donc, c'est des phénomènes qui arrivent dans le contexte des célibataires. Moi, ce que je vous dirais, ce qui intervient dans le choix d'un partenaire ou d'une partenaire, c'est pas de savoir comment est-ce qu'ils ont des relations sexuelles et la manière dont ça se passe. Hein? C'est pas ça le premier sujet qui vient en ligne de compte. C'est quoi sa personnalité? Est-ce qu'elle me plaît? Hein? Est-ce que c'est une personnalité intéressante? Comment est-ce qu'elle est, cette personne-là? Ce sont ses valeurs personnelles et sociales. Hein? Est-ce qu'elle a les mêmes valeurs personnelles et les mêmes valeurs sociales que moi? On est loin de la sexualité, là. Est-ce qu'on a les mêmes intérêts communs? Hein? Des fois, on veut faire voyage, activités sportives, il y a tout ça, plein de choses qui vont rentrer dans la ligne de compte. Spectacle, lecture, il y a toutes sortes d'éléments. Je ne suis pas encore dans la sexualité, là.
Donc, et il y a aussi les projets de vie, les objectifs de vie. Hein? Si on commence la retraite puis qu'on rencontre quelqu'un, ben c'est quoi ses objectifs de vie face à la retraite, etc. Donc, les relations sexuelles ne sont pas le seul critère de la formation d'un couple. Oui, ça va se discuter, mais à un moment donné. Et souvent, ce n'est pas l'élément qui va nuire à la relation de couple. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est avant qu'on a fait des choix. Donc, on ne peut pas nécessairement parler de rejet. On ne plaît pas à tout le monde, puis tout le monde ne nous plaît pas non plus. Hein? On va vouloir toujours avoir quelqu'un qui se connecte puis qui a des atomes crochus avec nous. Donc, les relations sexuelles, ce n'est pas la première chose qui est regardée quand on décide de rencontrer quelqu'un. Oui, ça va venir sur le sujet, mais ce n'est pas toujours la situation qui est le plus problématique. Les réactions du partenaire ou de la partenaire. Je l'ai mis la diapositive parce que on se concentre beaucoup sur vous autres, comme personne atteinte d'un cancer, mais souvent les partenaires sont comme laissés un petit peu pour compte, ou des fois, on ne comprend pas trop leur réaction. Donc, oui, les partenaires ont des réactions dans un contexte de diagnostic de cancer. D'abord, il y a de l'incompréhension. Hein, souvent, le médecin arrive, vous donne un petit fascicule, puis il vous explique, puis vous lirez ça à la maison. Le partenaire va lire ça, mais des fois, il ne comprend pas. Pour avoir eu des expériences avec des couples où la partenaire va beau lui donner toutes les informations, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait avec une hormonothérapie. Elle ne voyait pas le lien entre l'hormonothérapie et le problème de libido ou la façon différente de son conjoint de la regarder. Donc, l'incompréhension est un important facteur. Il y a des fois le manque d'information aussi. Alors, si vous n'en parlez pas de la condition, mettons de votre visite au médecin, puis qu'il y a eu des choses qui se sont discutées, puis qu'il y a eu des réponses, bien à ce moment-là, l'autre, il ne peut pas savoir. Donc, il y a un manque d'information. Puis, il y a avoir des attentes irréalistes aussi au niveau des partenaires. Hein? C'est pas grave, ça va revenir. Oui, mais ça peut prendre du temps. Souvent, ça c'est moins bien compris. Hein? Prendre du temps, c'est individuel à chacun. Un, ça peut y prendre quelques mois, l'autre, ça peut y prendre plusieurs mois. Donc, c'est très personnel. Souvent, ils ont le sentiment de ne pas être désirés ou attirants, d'où l'importance de la communication. Hein? Vous êtes dans votre bulle, vous venez d'apprendre des résultats, vous venez d'apprendre que vous allez avoir un traitement puis que ça vous rend anxieux. Bien, ça va jouer là-dedans si la personne ne comprend pas que vous êtes anxieux ou vous êtes préoccupé par une situation qui s'en vient. C'est pas parce qu'elle n'est pas attirante, c'est pas parce qu'elle n'est pas désirée. C'est parce qu'il y a d'autres préoccupations. Manque de communication, j'y reviens. Donc, ce qui fait que moins on parle, plus chacun est dans sa bulle, moins on se comprend. Et c'est souvent aussi causé par les fausses croyances concernant la sexualité et le cancer. Déjà vu, tantôt quand je parlais des fausses croyances, là, dire que le cancer n'est pas une maladie qui se transmet à l'autre, là, hein, cette fausse croyance-là que le cancer se transmet à l'autre, là, on l'entend encore en 2016. Donc, des fois, il faut ramener et dire non, là, le cancer, c'est une maladie, puis il faut comprendre la maladie. Donc, besoin d'information, besoin de s'exprimer, puis de faire part des besoins et des attentes des deux côtés vont permettre aux partenaires d'avoir une réaction qui va être plus conciliante face à la situation. Le couple face au cancer, mais le couple est impliqué dans la relation. Hein? Vous avez la personne malade, le partenaire, c'est-à-dire on fait une espèce de deux cercles complémentaires, mais le cancer vient se mettre de la partie. Donc, il affecte à la fois le partenaire et la personne malade et affecte le couple. Donc, ça modifie la dynamique des rôles conjugaux. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bien, c'est de maintenir un équilibre entre l'autonomie et la dépendance. Pourquoi maintenir l'autonomie maintenir l'équilibre entre l'autonomie et la dépendance? C'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir besoin d'un coup de main parce que vous n'êtes pas tellement bien. Donc, on rentre dans le rôle aidant-aidé. Mais il y a parfois, vous êtes capable de reprendre votre rôle d'amant-amante et de revenir dans ce rôle-là. Donc, il faut se permettre la liberté de pouvoir se promener entre les deux rôles. Donc, oui, quand on est capable de faire ces choses, on le dit.
Quand on n'est pas capable parce qu'il y a trop de douleur ou il y a eu des chirurgies ou des traitements, on le dit. Donc, on forme une équipe à ce moment-là. Privilégier le « nous ». C'est aussi une bonne façon. Pourquoi? Parce que ça permet de maintenir l'intimité et le lien amoureux. Donc, quand je dis privilégier le « nous », c'est pas inviter toute la famille de la fin de semaine pour venir parce que vous voulez voir du monde. Non, non. C'est vraiment d'avoir des occasions où vous pouvez vous asseoir ensemble puis discuter de vous deux. Hein, de votre relation, de vos projets, parce que c'est pas parce que le cancer est là que le couple n'a plus de projet. Donc, on discute de ses projets, de ce qu'on voudrait faire. Moi, souvent, je dis aux patients, écoutez, une fois que vous aurez fini vos traitements, vous êtes des vainqueurs. Hein? On sort de là, c'est une phase de la vie qui amène beaucoup d'incertitudes. Puis quand on en sort, pourquoi pas ne pas fêter cet événement-là? Donc, de maintenir le privilégié de nous, de pouvoir maintenir des projets font partie du couple face au cancer. Gérer les crises et conflits. Et quand je dis gérer les crises et conflits, c'est la crise qui est là. Pas ramener la vieille crise d'il y a 10 ans puis de l'intégrer dans le conflit actuel. Alors ça s'appelle un grain de sable dans l'engrenage. Puis là, ça dégénère, puis on ne se comprend plus pourquoi on se chicane. Donc, des fois, c'est juste des désaccords, c'est de faire le point de vue de chacun, de pouvoir en discuter. Si on n'est pas capable, on se dit, regarde, on le sait, la situation, on va en réfléchir chacun de notre bord, puis on reviendra devant une tasse de café, puis on en reparlera dans une couple d'heures. Mais c'est de gérer au fur et à mesure pour ne pas accumuler. Se permettre d'érater dans la sexualité. Hein? Avoir des compromis et de l'humour, puis de dédramatiser les situations. C'est-à-dire, ça n'a pas marché, il faut en rire. Il faut dire, regarde, aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais on a eu un bon moment, puis on met de l'humour là-dedans. Dans l'intimité sexuelle, l'humour fait partie de l'intimité. Hein? De rire de ses folies, ça fait du bien. Donc, de rire de ce qui n'a pas marché aussi va faire du bien. Ça apaise, ça change un petit peu la donne par rapport à tout l'aspect émotif relié aux conséquences de la maladie. Donc, de se permettre de rire de ses ratés dans l'intimité, je dirais que c'est un très bon élément médicament, peut-être. Ça fait du bien. Les défis du couple après le traitement du cancer. D'abord, c'est de trouver un nouvel équilibre. Hein? Dans toutes les sphères de la sexualité et du couple. Et qu'est-ce que ça veut dire trouver un nouvel équilibre? Bien, d'abord, c'est de revenir à un être sexué. Hein? On est se sentir comme homme dans sa tête, son corps, puis dans son identité. Donc, se dire, bon, oui, il y a eu des changements, mais je dois me réapproprier mon identité telle qu'elle est maintenant. Pas telle qu'elle était il y a 10 ans. Là. On se ramène... ça, c'est des attentes irréalistes quand ça fait trop longtemps, mais telle qu'elle est maintenant. De trouver un nouvel équilibre sexuel. Il y a peut-être des choses qui ne fonctionneront plus, mais il y en a peut-être des nouvelles qui vont s'ajouter. Donc, c'est se permettre d'explorer son intimité sexuelle, puis de faire des tentatives. Un peu comme quand vous rentrez dans une nouvelle relation. Les deux partenaires ne se connaissent pas nécessairement, ils explorent. Hein? Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, on en arrive, des fois, on dit « celui-là, on va l'oublier ». C'est la même chose. Je pense qu'après un diagnostic ou un traitement du cancer, de pouvoir retrouver un équilibre sexuel en explorant les nouvelles facettes de l'intimité sexuelle qui peuvent se présenter, ça va permettre de retrouver un nouvel équilibre. De trouver un nouvel équilibre relationnel aussi. Hein? Des fois, ça fait du bien de faire des bilans dans un couple. On n'en fait pas suffisamment. Ça devrait être peut-être aux 5 ans, peut-être un peu moins pour d'autres. Mais de faire des bilans, de dire, qu'est-ce qu'on a aimé de notre vie de couple, puis vers quoi on a envie de se projeter comme couple pour les 5 prochaines années. Dire, il y a certains éléments que non, on aimait plus ou moins, puis on est d'accord tous les deux, donc on va en adopter des nouveaux, puis on va pouvoir explorer pendant les prochaines années. Il y en a d'autres qu'on aimait beaucoup, puis qu'on veut conserver, on peut les conserver puis continuer avec. Mais de faire des bilans, puis de pouvoir regarder comment on a envie d'évoluer comme relation de couple dans le futur, permet de retrouver un nouvel équilibre relationnel après un cancer de la prostate. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. C'est le regard
le nouveau regard face à la vie chez le patient. Moi, je ne connais pas un patient qui n'a pas changé sa perception face à la vie. Hein, on passe je dirais, on devient vulnérable face au fait de vivre. Avant, on se sentait peut-être invulnérable. Mais à partir du moment où on apprend qu'on est mortel, ça amène un nouveau regard face à la vie. Alors, ça aussi, c'est un élément qui est important à intégrer dans le nouvel équilibre de la sexualité et du couple. Je ne sais pas si je suis trop en avant. En conclusion, une sexualité à réapprivoiser pour mieux s'épanouir. Ça veut dire quoi, ça? D'abord, il y a des étapes à franchir. Je vais vous les nommer parce qu'elles sont importantes. Hein? La première étape, c'est de récupérer la continence urinaire, donc qui est bénéfique pour l'estime de soi. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait de la façon dont on récupère la continence urinaire, ça va toujours avoir une espèce d'inquiétude qui va être liée là. Donc, d'aller soit vers de la rééducation périnéale, d'en discuter avec le médecin pour récupérer le plus possible la continence urinaire. La deuxième étape, c'est retrouver peu à peu la sensibilité pénienne. Donc, les activités masturbatoires peuvent aider, soit avec médicaments, soit sans médicaments, soit avec la partenaire conjointe, de retrouver la sensibilité pénienne. Je n'ai pas parlé d'érection, là, j'ai juste parlé de la sensibilité. OK? Donc, parce qu'il y a différentes étapes. Ça peut varier d'un homme à l'autre aussi. La troisième, c'est d'explorer l'orgasme. Le nouvel orgasme qui peut être là suite au traitement, suite à la chirurgie. Comment est-ce que je réagis dans ma sexualité? Comment est-ce que... Et souvent, moi, je dis aux hommes, explorez-le tout seul. Masturbez-vous. Ça vous permet de voir comment est-ce que vous arrivez à intégrer votre sensibilité, puis comment est-ce que vous arrivez à explorer l'orgasme. Donc, de pouvoir le faire tout seul, c'est rassurant. Après ça, quand on arrive dans l'intimité du couple, on peut dire un petit peu plus ce qu'on aime puis ce qu'on aime moins. Hein? Puis quel genre de réaction auquel on peut s'attendre au moment de la relation sexuelle. La quatrième, là, c'est de récupérer graduellement l'érection autant que possible. Oui, ça se peut qu'elle revienne complètement. Oui, ça se peut qu'elle revienne moins rigide qu'avant. Oui, ça se peut qu'il n'y en ait pas suffisamment. Mais le fait de pouvoir, que vous preniez le contrôle un petit peu plus sur votre santé sexuelle va vous permettre de savoir où vous en êtes rendu et de poser les bonnes questions pour avoir les bons outils pour vous avoir une qualité de vie sexuelle satisfaisante. Maintenir l'intimité, avoir une attitude passive d'attendre est contre-productive. Donc, de faire attention à ça. C'est-à-dire d'être défaitiste face à sa sexualité, c'est clair qu'au bout de la ligne, l'impact ne sera peut-être pas celui auquel on s'attend. Donc, c'est de pouvoir... Plus on est impliqué dans sa récupération, on parle beaucoup de patients partenaires aujourd'hui, mais même au niveau de la sexualité, c'est la même affaire. Donc, d'être impliqué, de faire les choses, de questionner, fait en sorte qu'on trouve les bons outils et les bons moyens pour récupérer. Maintenir l'intimité sexuelle, comme je l'expliquais tantôt, c'est le premier rapport que vous avez avant les relations sexuelles. C'est ce qui permet de maintenir le lien. Donc, ça aussi, c'est important. Et le soutien de la conjointe ou du conjoint partenaire fait en sorte que ça aussi, ça va jouer dans la récupération de la sexualité. Alors, la communication avec le conjoint, la conjointe ou le partenaire va pouvoir permettre à deux de trouver des solutions que souvent, tout seul, on n'arrivera pas à trouver parce qu'on n'a pas le point de vue de l'autre. Donc, c'est plus facile à deux que tout seul. S'épanouir malgré tout, c'est se réapprivoiser, c'est réapprivoiser sa sexualité. C'est faire une place à la sensualité. Je pense que beaucoup d'hommes découvrent la sensualité à partir du moment où il y a des changements au niveau de leur fonction sexuelle. Parfois, ça peut demander de revoir nos priorités, tant au niveau relationnel que sexuel. Vivre le moment présent. Hein? Dans l'intimité, là,
N'oubliez pas mon cercle vicieux de tantôt, là. C'est pas une bonne idée, ça aide pas. Parce que ça maintient toujours la difficulté et l'anxiété. Donc, de vivre le moment présent, ça va vous permettre d'avoir accès probablement à toutes sortes de sensations auxquelles vous n'y portiez pas attention avant. Le toucher, les caresses, l'imaginaire érotique. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être explorées. Et de grâce, faites place à l'humour. L'humour, là, je vous dirais que c'est la chose qui fait le plus de bien. Ça permet la détente, ça permet de se retrouver dans l'intimité et ça aide à libérer le trop-plein d'émotions. J'ai mis quelques suggestions de lecture qui peuvent vous intéresser. Il y a des livres qui s'adressent aux personnes qui... Sex and 60 est en français, hein, c'est juste le titre qui est en anglais. C'est un livre pour les personnes de 60 ans et plus. De même qu'il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, c'est beaucoup axé sur la sensualité, l'intimité. Donc, ça permet de découvrir d'autres aspects de la sexualité que bien souvent on a mis de côté parce qu'on visait juste la performance. Il y a le nouveau traité des caresses qui est écrit par le même auteur, qui est aussi un document où on parle beaucoup aussi de la sensualité, donc du baiser, du toucher. C'est assez surprenant. C'est un très bon petit livre qui peut être intéressant. Puis moi, je dis toujours aux patients, vous le lisez, vous mettez des post-it aux places où vous aimeriez que l'autre le lise. Ça permet de pouvoir faire des sujets de discussion dans la relation. Il y a le livre « Partenaire dans la passion » ici, qui est un livre qui parle de la sexualité et qui parle de tous les aspects de la relation entourant la sexualité, dont la relation affective et tout. Et en fait, il y a un petit livre ici intéressant qui est « Le couple heureux ont leur secret », c'est « Les 7 lois de la réussite du couple ». Ça fait partie d'une approche clinique en thérapie de couple, mais ça donne, dans le document, il y a petit livre, il y a des questionnaires. Moi, je dis aux patients, vous faites une photocopie pour vous faites une photocopie pour votre conjointe ou votre partenaire, vous essayez de répondre, mais chacun de votre côté, vous comparez les réponses après. Vous seriez surpris. Donc, ça permet de pouvoir un peu discuter de la relation de couple. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais tout de suite inviter notre deuxième conférencière à prendre la parole. Alors, Sharon Duguerry est également sexologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en oncologie depuis 7 ans. Elle acquiert son expérience en développant le volet sexualité et cancer du service de soutien psychosocial Cancer J'écoute de la Société canadienne du cancer pendant 5 ans. Elle anime des conférences et des ateliers pour différents organismes et pratiques en bureau privé jusqu'à tout récemment. Et c'est avec beaucoup de fierté que Sharon fait désormais partie de l'équipe d'oncologie psychosociale et spirituelle de l'Hôtel-Dieu de Québec depuis juin dernier. Alors, comme Renée Pichette, elle rencontre des patients qui reçoivent leur traitement au CHU de Québec, Université Laval. Elle fait de l'éducation auprès des médecins, professionnels, de l'équipe soignante sur l'importance d'aborder la sexualité dans le parcours de soins. Alors, Mme Duguerry est membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec et détient un permis de psychothérapeute émis par l'Ordre des psychologues du Québec. Alors, veuillez accueillir Sharon Duguerry. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une belle soirée jusqu'à présent. Oui. Alors voilà, moi je vais vous parler de l'importance de la prise en charge psychosexuelle. Alors, ce que je me propose de vous transmettre, c'est en fait de vous parler justement de l'importance de la prise en charge le plus précocement possible des effets secondaires des traitements sur la sexualité, de vous encourager à aborder la sexualité avec votre équipe de soins et aussi de vous renseigner sur ce que le sexologue ou la sexologue clinicienne en oncologie peut faire pour vous. Alors, donc mon plan de ce soir, c'est est-ce qu'on parle ou on ne parle pas de sexualité, hein?
c'est quoi vraiment une prise en charge sexologique? Comment on peut aborder la sexualité avec son équipe de soins? Je vais vous donner des questions que vous pouvez poser. Et donc, vraiment, spécifiquement, quel est le rôle du sexologue clinicien en oncologie? Et ensuite, je vais vous dire comment on peut avoir accès à un sexologue. Alors, nous sommes tous des êtres sociaux, on a tous besoin de partage et d'échange, mais c'est souvent pas facile de parler de sexualité, hein, comme on l'a vu en première partie, pour toutes sortes de raisons. Parfois, on a peur d'être jugé, on a peur de ce qu'on va dire peut servir contre nous, ou simplement parce qu'on pense que ce qu'on a à dire n'est pas digne d'intérêt. Alors, souvent, on va décider de ne pas parler, justement. Mais s'il y a une chose à retenir dans ma présentation qui va être assez courte ce soir, je pense que c'est l'importance d'oser parler de soi, donc d'oser parler de sexualité à son équipe de soins. Parce que si vous en parlez de vos préoccupations, ben c'est vous aider, dans le fond, votre équipe à mieux vous aider. Et donc, de le faire avec un professionnel de votre équipe en qui vous avez confiance. Et sinon, ben de le faire auprès d'un sexologue clinicien spécialisé en oncologie si vous en avez accès dans votre région. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui ne parlaient jamais de vous, qui avaient peur de gêner ou d'ennuyer les autres, d'éviter tout face à face pour ne pas avoir à vous raconter ou parler pour rien dire, au contraire, pour mieux vous dissimuler? Voilà. C'est important de parler de sexualité parce que le cancer de la prostate, c'est, comme on l'a dit, le cancer qui est le plus souvent diagnostiqué chez les hommes au Canada. Et je vous dirais que la majorité sont diagnostiqués chez les hommes entre 60 et 69 ans. Donc, une période où la sexualité est quand même un enjeu important. Les troubles sexuels sont au premier rang des altérations de la qualité de vie après les traitements. Et la qualité de vie est souvent diminuée dans la phase diagnostique. Hein, quand on reçoit son diagnostic, on le sait, et au début des traitements, mais peut s'améliorer ou tente à s'améliorer avec le temps. Mais la sexualité, elle, peut subir une détérioration persistante, comme on l'a vu aussi. Et tout cancer confondu, la sexualité demeure perturbée 2 ans après le diagnostic, dans 2 cas sur 3. C'est quand même assez remarquable. Et la prise en charge intègre l'évaluation et l'information qu'on peut vous donner comme des éléments qui sont indispensables dans votre prise en charge. Alors, les altérations de la fonction érectile et sexuelle nécessitent une prise en charge le plus précoce possible. Comme on a vu, la période de l'annonce du diagnostic n'est pas souvent la période la plus propice là, pour discuter de ces préoccupations sexuelles parce qu'on reçoit déjà beaucoup d'informations et parce qu'aussi on est plus peut-être en mode survie. Mais plus on attend, moins c'est facile de récupérer sa fonction sexuelle. Alors, la prise en charge doit être discutée quand même assez rapidement avec votre équipe de soins. Parce que tout retard peut limiter vos chances de retrouver une vie sexuelle satisfaisante. Alors, les buts de la prise en charge, c'est vraiment de considérer la sexualité comme faisant partie intégrante de la vie tout au long de la trajectoire de soins et même après les traitements, donc même plusieurs années après les traitements. Considérer la santé sexuelle comme un droit fondamental pour chaque personne qui est touchée par le cancer et d'offrir des services d'intervention sexologique et de sexothérapie qui sont offerts par un sexologue aux patients et à vos partenaires. Alors, comment on fait concrètement pour aborder la sexualité avec son équipe de soins si on est déjà en partant quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer ses besoins et ses attentes ou à partager ses émotions? Alors, souvent, c'est qu'on va attendre que le médecin ou quelqu'un de l'équipe soignante nous pose des questions sur notre sexualité. Et parfois, c'est l'équipe soignante aussi qui attend que le patient parle de ses préoccupations. Les professionnels peuvent hésiter à en parler pour plusieurs raisons, parce que, ils peuvent des fois se sentir envahissants dans l'intimité de leur patient, mais aussi, justement, se dire, si le patient n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y en a pas de préoccupation. Donc, moi non plus, j'en parlerai pas. Et d'un autre côté, les hommes, on le sait, sont souvent plus réservés que les femmes à parler de leurs préoccupations au niveau de la sexualité, ou en général aussi. Et ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, il n'y a pas de dialogue entre votre équipe de soins et vous.
Et il y a aussi le fait, on le vu un petit peu aussi, que les partenaires ne veulent pas trop détourner l'attention de vous, des soins que vous recevez présentement. Alors, souvent, les partenaires vont rester plus en retrait et ne vont pas parler de leurs préoccupations, mais elles en ont aussi, ou ils en ont aussi. Alors, parler de sa sexualité, de sa santé sexuelle offre de meilleures chances de faire face au cancer de la prostate. Mais pourquoi est-ce que c'est encore si difficile en 2016 de parler de sexualité? Parce que c'est un sujet qui est encore rempli de mythes, de préjugés et de tabous. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire « Moi, si je parle de mes difficultés, ça va être pire. » Si l'équipe de soins, comme je l'ai dit, n'aborde pas le sujet, bien, ça ne doit pas être important. Ou les personnes malades n'ont pas de sexualité, ce que René a abordé en première partie. Ou il y a des gens qui peuvent se dire, bien, si je reprends mes activités sexuelles, peut-être que je vais prendre l'énergie que je devrais mettre à guérir. Ou bien, je risque peut-être d'avoir une récidive de cancer si je me remets trop vite à avoir des relations sexuelles actives. Ou il y a les hommes aussi qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui peuvent hésiter à parler de leur orientation sexuelle ou de leur préférence sexuelle avec leur équipe de soins. Et qu'est-ce que les gens vont penser à mon âge? Il y a des patients qui nous disent ça. Et de consulter un sexologue, ben, c'est pas pour moi. C'est quand même assez nouveau, la sexo-oncologie, et qu'il y ait des sexologues cliniciens intégrés dans l'équipe de soins en oncologie. Alors, c'est un service qui est nouveau. Alors, des exemples de questions que vous pourriez poser à votre équipe de soins. Quels sont les principaux effets secondaires sur la sexualité des traitements que vous m'offrez? Est-ce que ces effets secondaires-là sont permanents ou temporaires? Qu'est-ce que je peux faire pour atténuer les effets secondaires? Quels sont les risques d'éprouver des problèmes d'incontinence, de dysfonction érectile ou des douleurs rectales? Comment les différents traitements vont-ils influencer ma qualité de vie sexuelle? Est-ce que je peux avoir des relations sexuelles et sinon, pendant combien de temps dois-je attendre? Ou à qui puis-je parler de mes préoccupations concernant ma santé sexuelle? Est-ce qu'il y a certains membres de l'équipe soignante qui peuvent me venir en aide? Et est-ce qu'il existe du soutien sexologique pour mon partenaire ou ma conjointe? Et quelles sont les ressources d'aide? Alors, le rôle du sexologue, en général, pratique en bureau privé ou dans le cadre d'un organisme communautaire ou gouvernemental, détient une maîtrise en sexologie clinique et un permis de psychothérapeute décerné par l'Ordre des psychologues du Québec et est membre en règle de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, comme René et moi ce soir. Et notre rôle, c'est d'évaluer le développement et le fonctionnement sexuel, d'évaluer les troubles sexuels, de soutenir les personnes dans la récupération de leur santé sexuelle et d'effectuer des interventions dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel, mais vraiment des interventions qui sont ciblées selon vos besoins. Donc, c'est toujours du cas par cas. À quoi ça sert de consulter en sexologie? Ben nous, en fait, c'est qu'on évalue avec vous la sexualité antérieure au diagnostic. Alors, c'était comment avant et c'est comment maintenant. Donc, on évalue la fonction érectile actuelle et la réponse sexuelle en général, comme on a vu avec René, le désir, l'excitation, l'orgasme, la capacité érectile, la satisfaction sexuelle. On essaie de comprendre ensemble la place que prend l'érection dans votre vie sexuelle. On met en évidence des difficultés sexuelles chez les partenaires, parce que, bon, les partenaires, comme on le dit souvent, restent un petit peu plus effacés, en retrait. Mais quand on les a dans notre bureau, on est content de savoir vraiment c'est quoi, eux, leurs préoccupations. Est-ce que les femmes ou les hommes éprouvent déjà des difficultés sexuelles qui pourraient venir entrer en jeu dans ce que vous vivez présentement? D'évaluer la qualité de la relation d'une manière générale, d'agir sur la manière de penser, de ressentir et d'agir, c'est-à-dire, comme on l'a vu avec René, de parler des fausses croyances ou des idées préconçues qu'on peut avoir en lien avec la sexualité et le cancer. Et en fait, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on donne des exercices pratiques ou des trucs aussi pour mettre en pratique les changements qu'on discute en bureau ensemble et que vous pouvez mettre en pratique au quotidien entre les rencontres, en fait. Donc, en résumé, l'aide sexologique n'est pas toujours facile à demander. Certains hommes peuvent se sentir mal à l'aise d'en parler, mais il ne faut pas oublier aussi que les partenaires éprouvent aussi des défis
Mais c'est possible de retrouver une vie sexuelle satisfaisante et c'est même essentiel pour certaines personnes afin de retrouver son identité et passer au travers de la maladie. La prise en charge des préoccupations sexuelles est aussi importante que toutes les autres. Je pense que ça, il faut bien l'intégrer. Il ne faut pas se sentir gêné de parler de ses préoccupations sexuelles parce que c'est vraiment une préoccupation qui est au cœur du cancer de la prostate. Le rôle du sexologue clinicien est primordial dans votre accompagnement et n'hésitez pas à le consulter si vous avez la chance de pouvoir avoir accès à un sexologue dans votre milieu hospitalier. Alors, pour consulter une sexologue, en fait, ce soir, il y a René. Donc, pour les patients qui sont suivis au CHUM, vous pouvez avoir accès à René Pichette. Et pour les patients qui sont suivis au CHU de Québec, donc depuis le mois de juin, vous avez accès à mes services. Et pour ma part, vous pouvez faire une demande personnellement au secrétariat du département de psycho-oncologie pour avoir une consultation avec moi ou passer par votre équipe de soins. Et il y a aussi l'Ordre professionnel des sexologues. Alors, je vous mets les coordonnées. Donc, en privé, en milieu privé, en pratique privée, vous pouvez aussi avoir accès à un sexologue. Si vous n'avez pas accès à un sexologue en oncologie dans votre milieu hospitalier, il y a toujours en bureau privé, vous pouvez avoir accès à un sexologue. Alors, je vous remercie. On va passer à la période de questions. On a un micro, donc si vous avez des questions, vous avez juste à lever votre main et Alain va aller vous rejoindre pour qu'on puisse bien l'entendre. Et ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions. Justement, vous les envoyez là, en appuyant sur le bouton « Poser vos questions ». Nous, on les reçoit et à ce moment-là, on va pouvoir les lire. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Madame Dugré, vous avez parlé de l'équipe de soins. Oui. Bien, moi, j'ai été opéré au printemps. J'ai jamais eu d'équipe de soins. Je ne sais pas où ça se trouve. C'est quoi ça? En fait, l'équipe de soins, c'est en fait votre médecin, votre urologue, votre hémato-oncologue, votre infirmière pivot. Donc, c'est vraiment ces gens-là. Donc, les psychologues de l'équipe aussi, de psycho-oncologie, donc tous les intervenants, en fait, qui gravitent autour de la prise en charge du cancer. Il y a des gens qui vont en rencontrer moins, il y en a d'autres qui vont rencontrer plus de professionnels. Oui. OK. Est-ce que tu aimerais poursuivre? En fait, si vous êtes suivi dans un des milieux, des centres hospitaliers où il y a un sexologue, vous pouvez demander à votre urologue de consulter le sexologue. C'est pas parce que, mettons, vous n'avez pas eu de radio, chimio ou que vous n'êtes pas vu pour d'autres traitements que vous n'avez pas accès au service. Si vous avez des questions qui concernent votre sexualité, que vous êtes dans un des centres hospitaliers, comme le CHU ici à Québec, le CHUM à Montréal, puis il y a le Charlemagne aussi qui est sur la rive sud de Montréal, vous pouvez demander à rencontrer ce professionnel-là. Par contre, si dans votre région, il n'y en a pas, à ce moment-là, vous pouvez consulter le site de l'Ordre et on va vous référer à des sexologues qui sont dans votre région. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'une requête de votre médecin, vous pouvez appeler. C'est juste que souvent, dans les centres hospitaliers, moi, je sais qu'au CHUM, ça prend une requête du médecin pour pouvoir vous recevoir. Sharon, ici à Québec, ce n'est pas nécessaire. Vous avez juste à appeler au centre si vous êtes suivi ici à Québec par votre médecin. Bonsoir. C'est juste un commentaire qui va rejoindre la préoccupation de monsieur.
mon expérience personnelle, je ne vous apprendrai rien en disant que les médecins, avec toute la bonne volonté qu'ils ont, ça passe extrêmement vite. Les rencontres avec eux sont extrêmement rapides. Et puis, pour en revenir à ce que je me disais tout à l'heure, en vous écoutant, tout ce qui a été dit ce soir, qui a été présenté, ça aurait été le fun que j'entende ça, soit juste avant ou surtout peut-être juste après la chirurgie, parce que ça aurait permis de pouvoir ensuite peut-être subir vivre moins certains stress. Mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, quand on va chez le médecin, ça passe vite. Puis, je ne les blâme pas, le remarquer, mais je pourrais vous en raconter longtemps, là, mais je vais me limiter à ça. Et ce qui fait que les questions concernant plutôt ce qu'on appelle la santé sexuelle d'une manière ou d'une autre, là, ça passe très vite. Et c'était l'idée très, très vite. En fait, moi, ce que je vous dirais, c'est que, effectivement, je pense que vous avez raison dans vos observations. Puis, les sexologues en oncologie sont rares au Québec. On est 3 ou 4, je pense, René. Et en milieu hospitalier, on est 3 milieux hospitaliers ou 4 qui offront les services de sexothérapie. Et c'est assez récent ici au CHU de Québec, donc c'est depuis seulement le mois de juin. Alors, c'est à nous aussi de faire connaître, c'est à moi à faire connaître les services aussi à l'intérieur du CHU de Québec, d'informer les médecins, tous les professionnels de l'équipe soignante du rôle, en fait, du sexologue en oncologie. Je pense que c'est pas clair pour personne, autant pour le grand public que pour l'équipe de soins, quand c'est un service nouveau qui est offert à l'intérieur du centre hospitalier. Alors, c'est une éducation aussi à faire au niveau des professionnels pour que les patients puissent avoir accès, justement, le plus rapidement possible à de l'information peut-être plus spécifique. Est-ce que tu veux ajouter? C'est combien de temps pour avoir accès? Moi, je vais juste répondre à monsieur. Moi, je vous dirais, là, quand vous rencontrez votre urologue, vous mettez sur papier vos questions. Puis vous mettez aussi une question de préoccupation par rapport à la sexualité. Je comprends que c'est rapide, ils auront beaucoup de patients, mais je pense qu'à partir du moment où vous leur dites que vous êtes préoccupé puis que des questions que vous aimeriez savoir, ça fait partie du rôle, ça fait partie de votre santé sexuelle. Donc, ils vont prendre le temps. À la limite, vous redonnez un rendez-vous pour pouvoir discuter de cet aspect-là. S'il n'y a vraiment pas le temps, demandez-y s'il y a un professionnel dans votre milieu. S'il y en a un, qui fasse la référence au professionnel. Mais mettez-les sur votre liste de questions quand vous rencontrez l'urologue. Parce qu'effectivement, le médecin, souvent, c'est une question de quelques minutes. On fait l'examen, on revérifie les médicaments, on regarde comment ont été les traitements, puis on s'en va à la phase suivante. Mais ça vaut la peine quand même d'essayer puis de poser la question. Ça demande aux personnes qui sont atteintes de prendre en charge leur propre santé sexuelle. Mais vous êtes des patients partenaires et si le médecin est informé, ça permet aussi au médecin de savoir aussi vos autres préoccupations qui ne sont pas juste reliées à la maladie. Si tu veux répondre Le message, pas le message, mais la question s'adresse à Mme Duguay. Oui. Dugré. Oui. C'est le délai pour voir un sexologue à l'Hôtel Dieu de Québec, c'est de combien d'années? Oh mon Dieu, ça se compte pas en années. Ça se compte en semaines, en journée. Écoutez, ça dépend comme je vous ai parlé, le service est récemment offert. Donc, on est vraiment à structurer la demande, là, mais il s'agit de faire la demande auprès du secrétariat en psycho-oncologie et c'est assez rapide. Ça se compte pas en années. Moi, j'ai une question aussi pour les gens qui sont dans la région de Sherbrooke. Est-ce que vous avez des collègues au CHU de Sherbrooke? Et la même chose au Centre de santé McGill. Est-ce que vous avez des collègues à McGill? À Sherbrooke, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il faut demander. Des fois, il peut y avoir des sexologues qui vont être attachés comme professionnels externes ou ils vont référer dans le secteur. Mais ça, je ne suis pas certaine. Au CUSUM, il n'y en a pas de sexologue. Il y a des fois, dans l'environnement, c'est surtout des psychologues qui vont s'occuper de la santé sexuelle, mais il n'y a pas de sexologue au CUSUM, comme c'est au CHUM ou ici au CHU à Québec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer aux questions du public, je crois.
On a un... C'est justement une conjointe qui écrit là, par rapport à son conjoint qui est sous traitement hormonal. Et quand la question a été posée à l'urologue, à savoir si il pouvait y avoir justement des rapports sexuels, la réponse a été pas vraiment. Alors la question, c'est la personne qui est sous traitement hormonal, est-ce qu'elle peut avoir une vie sexuelle? Elle peut avoir une vie sexuelle si elle ne vise pas les mêmes intérêts qu'avant. C'est clair que quand on a un traitement hormonal puis que ça affecte le désir sexuel, la libido, ça prend de la libido pour avoir une érection puis avoir un orgasme. Par contre, la vie sexuelle ne s'arrête pas seulement qu'à ces 3 aspects-là. Il y a toute la question de l'intimité et du rapport amoureux qui peut être considéré, comme j'expliquais un peu plus tôt. Donc, c'est d'apprivoiser une autre facette de la sexualité, d'apprivoiser la sensualité. Mais ça ne sera pas nécessairement le désir avec une érection puis un orgasme. OK, je passe à une autre question. Il y a quelqu'un qui aimerait en savoir peut-être juste un petit peu plus sur la muse et puis l'injection pénienne intracaverneuse. Ça, c'est très médical. Il faudra en discuter avec le médecin. Disons que c'est à voir. Je pense que c'est un autre élément. Alors, quand vous allez voir votre urologue, dans vos questions, vous pouvez lui demander, mais effectivement, comment est-ce que je peux améliorer ma fonction sexuelle si j'utilise tel ou tel médicament, dont la muse ou les injections, je pense, qui ont été posées. Mais ça, c'est médical. Ça va être le médecin qui va pouvoir répondre à ça. Nous, ce qu'on va aider comme sexologue, c'est d'introduire ce nouveau moyen-là ou cet outil-là dans l'intimité sexuelle pour que ça fasse partie de l'intimité. Mais tout ce qui est médical par rapport à ça, là, c'est vraiment de l'ordre du médecin. D'accord. Alors, pourquoi on a une douleur lors de l'érection suite à une injection? C'est une question qui devrait être posée au médecin. Tout à fait. Merci. Question. C'est quoi les coûts pour être suivi en cabinet privé suivi par un sexologue? Bien, moi, je répondrais d'emblée que ça dépend des régions. Hein? Est-ce que... Je pense que Renée serait plus à même de répondre parce qu'elle est très impliquée au niveau de l'ordre professionnel des sexologues. Je laisse répondre. Je pense qu'il faut en parler quand les gens appellent le sexologue pour pouvoir discuter d'un rendez-vous, de connaître ses coûts de thérapie. Il y en a... C'est variable. Donc, généralement, ça peut être autour de 80, 90, mais comme Sharon le disait, souvent en région, ça peut être différent. Montréal, bon, on sait que les grands centres comme Montréal, Québec ont quand même un plus grand volume de sexologues. Montréal, il y en a je dirais que le gros bassin est dans le 514 puis dans le 450 aux alentours de Montréal. Mais c'est une chose qui est à discuter, qui se discute avec le professionnel quand on veut prendre un rendez-vous. Vous avez le droit de magasiner votre sexologue, là. Bon, eh bien, ici, là, on n'a plus de questions. Moi, c'était un commentaire. J'ai grandement apprécié les 2 présentations. J'aurais aimé les avoir il y a un an passé au moins, parce qu'il me semble qu'il y a des choses que j'aurais compris et j'aurais pu commencer à apprivoiser davantage. Je comprends bien, j'étais conscient, mais je comprends que c'est vraiment une affaire de couple, beaucoup plus qu'une affaire personnelle. Alors, je pense que pour moi, j'ai le goût que cette soirée-là porte des fruits. Et je pense qu'on va s'y attarder à prendre le temps de le partager. J'espère que vos conférences vont être sur le site bientôt aussi. Alors, on pourra les revoir et j'espère aussi que vous allez informer les médecins, les urologues
qui invite les patients à le consulter rapidement. Parce que on parlait de délai tantôt, de récupération de la fonction érectile. Bien, je pense que je réalise que les chances sont moins fortes de mon côté, mais il y a d'autres façons de vivre ma sexualité. Fait que je vous remercie, puis bravo. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Puis moi, je voudrais juste vous dire, moi, ça fait quand même 9 ans que je suis au CHUM. Et au début, oui, il y a beaucoup d'informations au niveau des professionnels. Je peux vous dire que ça porte fruit. Parce que quand j'arrive à une réunion d'équipe interdisciplinaire, René, on a des patients référés. Ils viennent, ça finit par rentrer dans la culture, mais ça prend un certain temps. Il faut juste être un petit peu patient. Moi également, c'est un commentaire. C'est mon 2e cancer, moi, en 2 ans. Et si je compare au premier, la première fois que j'ai eu mon cancer, j'ai l'infirmière pivot qui m'a appelé, avec qui j'ai jasé. Et on m'a offert l'aide d'un psychologue individuel ou des rencontres de groupe. Au début, j'ai demandé un temps de réflexion, puis j'ai accepté les rencontres de groupe. Et j'ai fortement apprécié ces rencontres-là, puis ils ont eu lieu quasiment quelques mois après mes traitements de radio et chimio. Je ne sais pas si ça peut s'appliquer ici, qu'une infirmière pivot, il y en a encore, là, je pense, qui peuvent faire cette démarche-là. J'ai l'impression que vous n'auriez pas des questions comme 1 an ou 2 ans après pour les suivis. Nous, au CHUM, on a des ateliers après cancer qui sont offerts aux patients. C'est-à-dire, quand les patients ont terminé leur traitement radio-chimio, ils peuvent assister à des ateliers. Puis c'est un des moments privilégiés où les patients rencontrent différents professionnels. Donc, il y a 7 semaines consécutives d'ateliers, donc 7 professionnels différents qui viennent de discuter de tous les aspects reliés à la qualité de vie, qu'elle soit globale ou sexuelle. Donc, je pense que c'est des choses qui, graduellement, vont s'implanter un peu partout parce que ça fait partie de la reprise, le retour à la vie normale. Oui, il y a des questions qui se posent. Donc, c'est juste que, comme vous disait Sharon, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on a des sexologues dans les réseaux de la santé puis qu'on fait de l'intervention auprès des professionnels pour qu'ils prennent qui s'occupent davantage ou qui questionnent la sexualité. Donc, on espère que les prochaines années vont nous donner le bénéfice de voir se développer des ateliers ou des conférences qui vous permettent d'avoir des réponses. Bonsoir. J'ai subi une chirurgie au CHUM de Montréal. J'habite la région de Québec. Est-ce que ça me disqualifie pour consulter ici en sexologie? Question pratique, parce qu'une question de distance aussi. Écoutez, je ne voudrais pas vous répondre n'importe quoi. Comme mon poste est assez récent ici, je crois qu'on privilégie les patients qui sont traités au CHU de Québec, mais je pense que ça vaudrait la peine de prendre l'information personnellement, de voir si on peut faire quelque chose. Ce soir, je ne peux pas vous répondre vraiment de façon concrète. D'accord. Sinon, je devrais aller consulter Mme Pichette à Montréal. C'est bien plate, mais oui. Généralement, je m'arrange que ça se fasse à peu près en même temps que vos consultations à l'urologue ou à l'oncologue. Donc, je suis assez flexible à ça parce que je le sais, on a beaucoup de patients qui viennent de l'extérieur de Montréal. Puis ce qu'on fait, c'est que moi, quand les patients appellent prendre le rendez-vous avec le médecin, bien, je leur dis après, rappelez-moi pour qu'on puisse céduler un rendez-vous dans la même journée. C'est quand même un peu beaucoup, mais au moins, le déplacement n'est pas là, et pas juste pour un rendez-vous. On peut le céduler dans la journée. Puis, généralement, je suis assez accommodante. Mais comme je comprends, dans le cas du CHUM, il faut passer par mon neurologue pour faire la demande. Parce que nous, on fonctionne selon les consultations médicales. Mais vous pouvez demander à votre urologue, vous pouvez demander à votre infirmière pivot si vous en avez une. Ça peut être, si vous êtes suivi en radio-onco ou en oncologie, vous pouvez demander à un de ces professionnels-là. C'est pas obligatoire que ce soit absolument l'urologue. C'est que ça demande une requête de consultation pour que moi, je puisse pouvoir vous recevoir dans le bureau. Mais c'est assez facile à avoir, là. Parce que n'importe quel professionnel qui vous voit, en fait, au CHUM. Il y a une chose que vous n'avez pas abordée, c'est lors de l'éjaculation, qu'on
on parle de l'urine. Je ne sais pas si c'est des cas assez fréquents ou... je n'ai parlé un peu à mon neurologue, mais il semblait dire que probablement ça va se tasser dans le temps ou ça va se régler, mais est-ce qu'il y a souvent des patients qui vous parlent de cet aspect-là? En fait, tantôt, quand je parlais des exercices de Kegel puis de la rééducation périnéale, ce sont des moyens pour pouvoir améliorer la continence urinaire. Hein. Quand on parle de continence urinaire, c'est qu'on est capable de ne pas perdre de ses urines. Donc, ça peut être demander à l'urologue de vous faire une demande de consulte avec en rééducation périnéale, c'est de la physiothérapie. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Moi, je dirais que c'est un des bons moyens. C'est parce qu'eux autres vous enseignent vraiment à pouvoir détecter les muscles qui fonctionnent pour pouvoir favoriser la continence urinaire. Mais des fois, ça peut prendre du temps aussi. Oui, mais j'ai pas de problème d'incontinence urinaire. Ça, c'est réglé, mais c'est à l'éjaculation seulement. Ça se peut qu'il y en ait un petit peu. Est-ce que c'est au moment de l'orgasme, en fait? Oui, toujours. Okay. Oui. Si c'est pas réglé, en fait, moi, je pense que René va dire la même chose que moi. Si ça vous gêne, il y a toujours le port du condom qu'on peut suggérer. Mais effectivement, c'était des choses qui nous sont, en tout cas moi, qui me... Sûrement René aussi, là, qui sont abordés dans nos bureaux. Oui. C'est pas quelque chose de c'est quelque chose qu'on entend, là. Ouais. Mais qui ne semble pas qu'il est fréquent, finalement, c'est pas un problème. C'est difficile à dire si c'est fréquent ou pas. Il y en a qui l'abordent facilement, mais même avec nous, alors que c'est quand même plus facile d'aborder la sexualité, des fois, les patients ont plus de difficulté à aborder cette condition-là. Mais je pense que le port du condom, dans certains cas, peut faciliter les choses. Quand je parle de condom, il y a les femmes aussi. Hein? Il existe des condoms féminins qui peuvent faciliter aussi pour les relations sexuelles si l'homme a plus de difficulté à apporter un condom. Mais c'est d'en discuter, puis c'est d'en discuter avec la partenaire aussi, savoir quel est le niveau d'être à l'aise avec cette situation-là. Mais c'est toujours habituellement, lorsqu'on a un problème, on se demande est-ce qu'on peut le régler, surtout, c'est ça. Parce qu'il y a personne qui a semblé pouvoir me répondre, ou même en s'informant sur Internet et tout, à savoir si c'est une situation qui va être permanente ou si ça peut se résorber. C'est surtout ça. C'est une question qui est plus médicale. Oui. Il y a un bon volet médical là-dedans. Il faut comprendre aussi que le sphincter qui empêche l'urine de passer, il y en a celui-là, à ce moment-là, s'il a été plus affecté lors de la chirurgie ou des traitements, ça se peut qu'il y ait plus de difficultés à contracter. Donc, ça peut être une question de temps. Des fois, quand je parlais tantôt, il y en a que c'est 3-4 mois, ils vont être corrects. Il y en a d'autres, ça peut être 6 mois, 12 mois, 18 mois. Donc, il faut se donner le temps. On me demande de... Oh. Excusez. C'est beau? On me demande si vous faites du bureau privé. J'ai suffisamment de travail au CHUM, donc je ne fais pas de pratique privée. OK. Moi, j'ai cessé depuis tout récemment. Je ne sais pas si je vais reprendre. OK. Il y a plusieurs questions, évidemment. Ça revient toujours à la même question. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à un sexologue? Je pense que vous avez répondu à cette question-là en disant « Parlez-en à un membre de votre équipe soignante ». Je tiens à la répéter parce que j'ai encore 3 questions à ce niveau-là. Donc, parlez à votre équipe soignante, demandez une référence. Il y en a qui ne pourront pas se payer des rencontres avec un sexologue et ils aimeraient bien avoir une piste de solution, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour justement ouvrir les canaux de communication sur la sexualité avec le conjoint. Je pense, en fait, c'est de sensibiliser nos organismes à développer ce réseau-là. Moi, j'ai travaillé avec la Coalition Priorité Cancer Québec, qui est un organisme qui fait je dirais, un petit peu qui représente les personnes atteintes de cancer pour pouvoir produire des rapports ou des études au gouvernement. Je pense que des fois, dans nos régions, on a des organismes qui sont
qui vont s'occuper ou qui vont travailler avec les personnes atteintes de cancer, puis c'est probablement de les sensibiliser à ça aussi, c'est-à-dire au besoin d'avoir un sexologue qui puisse aider à récupérer une qualité de vie sexuelle. Mais c'est clair qu'il y a du travail à faire, puis je pense qu'on ne se cachera pas qu'on est dans une période où il y a beaucoup de coupures, où est-ce que les services sont tous remaniés au niveau de la santé. Donc, on est peut-être un peu dans l'instabilité. Mais quand vous n'êtes pas certain, moi, je pense que de téléphoner à l'Ordre professionnel des sexologues du Québec peut vous permettre d'avoir accès à un sexologue qui soit avec un tarif qui soit, je dirais, adapté, là. Ça peut être possible, peut-être. Ça serait de voir avec eux. Merci. Non, moi, ça sera peut-être juste pour vous donner une information, vous êtes peut-être au courant. Vous avez parlé d'incontinence tout à l'heure, là. Avec les exercices de Kegel, moi, j'ai eu des problèmes d'incontinence, puis je n'ai pas été capable de résoudre avec les exercices. Je viens d'avoir une intervention qui m'ont installé une bandelette qu'ils appellent. Là, ça fait déjà 6 semaines de ça. Je vais voir mon spécialiste prochainement. Mais j'espère que ça va régler mon problème en permanence. Présentement, c'est pas tout à fait réglé, là, mais il y a des ajustements. Il y a un ajustement à faire avec la sorte de bandelette qu'elle m'a installée. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Je vous remercie. On vous demande si vous avez des collègues hommes, masculins, qui s'intéressent à la sexologie et qui sont sexologues. Oui, on a des collègues masculins qui pratiquent la sexologie comme sexologues cliniciens, psychothérapeutes, mais ils ne sont pas dans le réseau de la santé. C'est tout récent, donc majoritairement des femmes. Mais la sexologie est une profession qui est majoritairement féminine. Il y a de plus en plus de collègues masculins là, qui suivent la formation puis qui deviennent des sexologues. Mais oui, on en a, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, là, on a 2 sexologues cliniciennes, psychothérapeutes là, qui sont ici avec nous. Alors, si jamais il y a d'autres questions... Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, alors on va procéder à la conclusion. Bon, alors ça va conclure la conférence d'aujourd'hui. J'aimerais remercier infiniment René Pichette et Sharon Dugré, qui encore une fois ont pris de leur précieux temps pour venir venir répondre à vos questions et faire une présentation. Je peux vous dire que la conférence de ce soir devrait être en ligne sur le site de Procure d'ici la prochaine semaine. Oui, normalement, les diapos vont être disponibles. En fait, les diapos vont être disponibles à travers la conférence, la vidéoconférence, parce que, justement, la caméra pointait tout particulièrement vers la présentation. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. N'est-ce pas? Vous pouvez toujours contacter notre ligne 1855, parler à nos professionnels de la santé. De toute façon, toute question qui demandent une réponse beaucoup plus approfondie. Moi, je les envoie à ce moment-là à René Pichette et à Sharon Dugré. Et puis, on donne les réponses à nos infirmières. Alors, disons qu'on est bien entouré là, dans ce sens-là. Avant de quitter, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour compléter le sondage. C'est vraiment ça qui fait la différence dans le choix des sujets de nos conférences. Puis, oui, la demande était là et elle était pressante au niveau de la prise en charge psychosexuelle. Donc, c'est pour ça qu'on est ici ce soir.
Pour ceux qui sont en ligne, veuillez prendre le temps également, avant de fermer votre ordinateur là, ou de quitter la webdiffusion, de remplir le sondage en ligne comme tel. Alors, je vous remercie infiniment. Ça a été une belle session. Merci, ça a été de très, très bonnes questions. Et puis, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les conférences qui, finalement, sont sur notre site web YouTube sont visionnées à coût de milliers de fois par année. Alors, même si il y a peut-être 150 participants ce soir, vous et ceux qui sont en ligne, qui étaient là pour ce sujet-là, moi, je peux vous dire tout de suite que d'ici 1 an, il va y avoir facilement 2000, 2500 visionnements. C'est pour ça qu'on le fait et c'est pour ça que c'est une web diffusion en direct. C'est pour qu'on ait cette captation-là puis qu'on puisse, à ce moment-là, la rendre disponible à nouveau. Merci beaucoup.